Une information simplement pour vous dire que le compte de Yulia Navalnaya qui avait été suspendu, le compte X, ex-Twitter, qui avait été suspendu, a finalement été rétabli. Il aura été suspendu donc une petite heure. Évidemment, on va essayer de creuser pour savoir s'il s'agissait d'une tentative d'intimidation ou d'une erreur. Pour le moment, on n'en a absolument pas l'idée. Donc, on vous en dira plus dès qu'on en sait un petit peu plus. Sur ce plateau, Catherine Gentil est avec nous. Bonjour, ma chère Catherine. Bonjour, ravie de vous retrouver. Comme tous les jours, évidemment, Magali Barthès également est avec nous. Bonjour, Magali. À vos côtés, Nadejda Koutepova. Bonjour à vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réfugié politique russe, on vous connaît bien. Vous êtes membre de l'association Russie Liberté, dont on parle beaucoup en ce moment. Et on va continuer d'en parler ensemble, évidemment. Quand on parle des opposants à Vladimir Poutine, c'est évidemment en premier lieu à Russie Liberté que l'on pense. Le général Vincent Desportes également est avec nous. Bonjour à vous. Vous avez dirigé l'hôtel de guerre, vous êtes professeur des universités associés à Sciences Po. Votre livre « Devenez leader » est publié chez Odile Jacob. Il a été publié l'an dernier, plus exactement. Et on est également avec Agnès Kalamar, qui est une ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies. Vous avez enquêté sur la tentative d'empoisonnement d'Alexeï Navalny. On vous retrouve dans un instant. D'abord, cet appel décidément poignant, celui d'une femme sous la neige, tout près du cercle polaire, la mère d'Alexeï Navalny, désespérée de ne pouvoir voir le corps de son fils. Écoutez. Derrière moi se trouve la colonie de loups polaires IK-3, où mon fils Alexeï Navalny est mort le 16 février. Depuis 5 jours, je n'ai pas pu le voir. Son corps ne m'a pas été remis. On ne me dit même pas où il se trouve. J'en appelle à vous, Vladimir Poutine. La résolution de ce problème ne dépend que de vous. Laissez-moi enfin voir mon fils. J'exige que le corps d'Alexeï soit immédiatement libéré afin que je puisse l'enterrer décemment. Le corps d'Alexeï Navalny qui n'est donc pas visible pour le moment. Les autorités russes ont expliqué qu'il y avait des tests à faire. Ils ont 30 jours au maximum pour rendre le corps. Agnès Kalamar, rendre le corps le plus tard possible. On imagine tous évidemment que ce serait pour faire disparaître des traces. La femme d'Alexeï Navalny parle de Novichok, on l'entendra dans un instant. Elle est sûre, c'est elle qui le dit, que son mari a été empoisonné au Novichok. Ça laisse des traces combien de temps et où sur le corps, le Novichok? Écoutez, le Novichok, c'est un des empoisonnements qui est le plus difficile à repérer, à trouver. Je ne pense pas du tout que les autorités sibériennes aient les capacités scientifiques de déterminer où et si Alexeï a été empoisonné au Novichok, parce que déjà à l'époque où moi j'ai enquêté, même à Moscou, ils n'en avaient pas la capacité. Il n'y a que quelques cabinets de recherche médicaux à travers le monde qui peuvent le faire. Ça laisse des traces, mais des traces très difficiles à retrouver. On peut le trouver dans le sang, on peut les retrouver dans l'urine. Mais à l'heure actuelle, bien sûr, ce sont l'accès au sang et à l'urine n'est pas faisable. Ceci étant dit, tout ce que j'entends à l'heure actuelle, ça me ramène à ce qui s'était passé en 2020, au moment où la femme, Roulia, d'Alexeï tentait désespérément de faire sortir son mari de la Russie afin de lui donner des chances de survie, parce qu'il était très clair que s'il restait dans l'hôpital de Domsk, là où il était, il n'allait pas survivre. À l'époque, les acteurs internationaux, tels que le président Macron d'ailleurs, ou la présidente de l'Allemagne, ont demandé au président Poutine de laisser sortir Alexeï. À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pression internationale dans ce sens-là. Et il en revient à la maman d'Alexeï de prier, de demander avec toute la force de son amour que le corps lui soit remis. Bien sûr, pour lui payer respect, mais aussi pour permettre à une enquête internationale et indépendante d'avoir lieu. Parce que tant que le corps est entre les mains des autorités russes, n'ayons aucun doute sur l'aboutissement de cette enquête. Elle n'amènera à rien. Elle n'amènera à rien. Si j'ai bien compris, Agnès Kalamar, vous dites que les autorités sibériennes n'ont pas les moyens de savoir, de détecter le Novichok. Est-ce que ce poison
et, j'allais dire à l'étape précédente, accessible au commun des mortels. Est-ce que ça peut être une initiative isolée, par exemple ? Absolument pas, c'est absolument impossible, je suis catégorique là-dessus. Le Novichok, c'est un poison, donc une donnée chimique qui est très rare, qui est bien sûr illégale au niveau international. Il n'y a que la Russie qui en a vraiment les moyens de le développer, qui en a eu les moyens, qui l'a mis, d'ailleurs qui l'a découvert dans les années 70 et qui, depuis les années 70, a développé différentes formes de Novichok. Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe. À un moment donné, l'Iran avait quelques possibilités, quelques connaissances scientifiques, mais le Novichok, c'est russe. C'est russe. Donc ça, c'est la première chose. C'est russe et c'est officiel. À un moment donné, en effet, il y avait eu un acteur non étatique en Russie qui avait volé du Novichok. C'était un ancien scientifique employé par l'État qui avait utilisé le Novichok et qui l'avait revendu sur le marché noir. Mais c'était un cas très, très isolé. Depuis, il ne fait aucun doute qu'il n'y a que les autorités russes qui ont le contrôle sur le Novichok. Et troisièmement, c'est un poison qui est extrêmement difficile à manipuler. N'importe qui, si moi je le manipule, je meurs. Il faut vraiment des gens extrêmement experts dans cette manipulation. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et à l'heure actuelle, je dirais que les seules personnes qui peuvent manipuler Novichok sont des représentants de l'État russe. De l'État. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Agnès Calamard. Je sais que vous êtes pressée, donc je vais vous laisser. Mais merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné ces précisions. C'est évidemment absolument passionnant. Alors, on va expliquer. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'a dit, en fait, Yulia Navalnaya, quand elle a expliqué hier que pour elle, c'est le Novichok qui a tué son mari. On rappelle que c'est la deuxième fois et qu'elle-même, d'ailleurs, avait été victime d'une tentative d'empoisonnement qui ne lui était pas destinée. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Écoutez ce qu'elle a dit. Méchamment et lâchement, il cache maintenant son corps, ne le montre pas à sa mère, ne lui donne pas et mentent pathétiquement en attendant que les traces d'un autre Novichok de Poutine disparaissent. Nous savons exactement pourquoi Poutine a tué Alexei il y a 3 jours. Et nous vous le dirons bientôt. Nous découvrirons certainement qui et comment ce crime a été perpétré. Nous citerons des noms et montrerons des visages. Je poursuivrai le travail d'Alexei Navalny. Je continuerai à me battre pour notre pays et je vous invite à vous tenir à mes côtés. Alors, Nadejda Koutepova, encore une fois, merci. C'est pas simple pour vous, évidemment, de venir témoigner sur ce plateau, parce qu'on a vu que vous étiez évidemment très proche de ces opposants qui sont emprisonnés pour beaucoup en Russie. On a entendu ce que nous a dit tout à l'heure Agnès Calamard. Elle a fait des enquêtes, elle, sur les empoisonnements, les poisons. Elle connaît ça très bien. De ce qu'elle nous dit, si c'est le Novichok, et elle craint qu'on ne le sache jamais. Si c'est le Novichok, ça ne peut être que l'État russe. Personne d'autre ne peut avoir transféré ce poison jusqu'à la prison d'Alexei Navalny. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, j'aimerais bien remarquer que le sang dans lequel Yulia Navalnaya a mentionné un autre Novichok, ce n'est pas le sens propre. En russe, on nomme par le même nom une autre substance quand c'est inconnu. Ah, ça veut dire qu'un poison, je ne sais pas, Novichok, n'importe quel mot a été donné, vous me donnez cette substance en disant qu'un autre, le même mot, en sous-estimant que ça peut être un autre poison. D'accord. Donc elle ne dit pas c'est le Novichok, elle dit c'est une substance. Non, elle a dit un autre Novichok. Un autre Novichok, c'est-à-dire un poison. Oui. Voilà. Donc, que ce soit Novichok ou pas Novichok, ce qui est certain, c'est qu'elle pense qu'il a été empoisonné. Hier, on évoquait des coups, des ecchymoses. Et puis, finalement, on se demandait sur ce plateau pourquoi Vladimir Poutine l'aurait fait disparaître maintenant. Votre positionnement à vous, c'est quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un acte de tuer Navalny ou qu'il est mort parce qu'en fait, il mourait à petit feu depuis des semaines et des semaines? Moi, je pense qu'il s'agit de tout.
on cherche toujours à distinguer des raisons par lesquelles l'État russe fait cela ou cela, mais il pourrait le faire juste pour le sens de contredire, de sens de contrariété. Ça veut dire, nous disons, c'est pas à profil de Poutine le faire maintenant. Ils disent, les gens démocratiques vont penser que c'est pas bon sens le faire devant l'élection. C'est un peu la logique des gens malfaiteurs. Mais bien sûr, c'est l'État est responsable, quel que soit le type de poisonnement qui pouvait être faite, quelle que soit la raison qui a été faite, l'État russe et personnellement non Vladimir Poutine est responsable pour la mort de Navalny. La raison, tout le monde est d'accord pour le dire. Je dirais, à mon avis, ils ont toujours l'intention à montrer mauvaise volonté, si vous voulez. Ça veut dire que dans la logique occidentale, vous essayer de comprendre de l'idée de bonne volonté. Mais chez eux, bonne volonté, ça ne fonctionne pas. Et chez eux, c'est ma mauvaise volonté. Pourquoi elle n'est donc... Bien sûr, on peut supposer qu'ils veulent cacher le corps parce que peut-être ils ne savent pas pour le moment si, par exemple, ils testaient le nouvel poison et ils ont besoin de faire des analyses chimiques pour eux-mêmes. Parce que si c'était, par exemple, parce qu'aujourd'hui matin, j'ai vu certaines rumeurs que l'État russe utilisait de nouvelles poisons pour expérimenter sur certains prisonniers. Oui, ce matin, il y avait cette rumeur. Après, ce qui est sûr, pardon, je voudrais juste qu'on fasse tourner la parole, mais ce qui est sûr, c'est que quand Nadejda parle de rumeurs, Catherine, de ne pas donner le corps, de ne pas permettre une enquête pour le moment, on verra ce que ça va donner, on verra l'appel du Quai d'Orsay tout à l'heure en France, mais de laisser ces rumeurs-là se répandre, c'est aussi, pardon du jeu de mots, mais c'est aussi un poison. C'est-à-dire que c'est aussi une arme pour le Kremlin. Et plus les autorités tardent à rendre le corps, si tant est qu'elles le fassent un jour, plus le doute, évidemment, s'instille dans les esprits, en se disant que si il était mort, alors évidemment, à la suite sûrement de mauvaises conditions de vie, parce que on sait que dans ces prisons, les conditions de vie, précisément, sont très difficiles, mais qu'il aurait eu un arrêt cardiaque ou un problème de ce genre, il n'y avait aucune raison pour ne pas rendre le corps. Voilà, il était mort, mais d'une manière qui ne permettait pas de désigner directement le pouvoir russe. Parce que c'est vrai qu'en fonction du poison, s'il a bien été empoisonné, encore une fois, ayons le bénéfice du doute, mais plus le temps passe et plus on sait que c'est difficile à détecter. Et comme le disait Agnès Calamard, en plus, il y a des poisons qui, même dès le lendemain ou le jour même, sont déjà difficiles à détecter. Donc on a quand même l'impression que le pouvoir russe joue la montre. Et que s'il joue la montre, eh bien, ça veut dire qu'il a quand même sûrement des choses à cacher, au-delà d'un mauvais état général de sa santé, dû aux conditions de détention et au fait qu'il n'avait qu'une soupe par jour, d'après ce qu'on a su. Enfin, c'était des conditions dures.